Ah diantre, vous êtes là. Et aujourd'hui, on va déterminer si vous avez vraiment bien fait de renouer avec votre ex juste pour avoir les identifiants Netflix pour le 1er décembre à 9h01, la date officielle de Stone Ocean en animé sur Netflix. Enfin, pour les 12 premiers épisodes en tout cas. Comme d'habitude, je vous ai demandé votre avis sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre, je le fais très fréquemment. Et la quasi-totalité des réponses a répondu Dimorto. Et ça m'a étonné. Vous devez le savoir, je suis quelqu'un de très critique. Et quand j'ai vu que vous aviez l'air de trouver la partie totalement parfaite, parce que c'est pas juste très bien comme je l'avais proposé, c'est vraiment parfait. Je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en fasse une vidéo. Mais alors, votre prochaine réplique sera sûrement... Ouais, mais si nous on a aimé, pourquoi tu veux nous faire détester? Déjà, je suis très fier de cette blague et je la réutiliserai dans toutes les autres vidéos, soyez prêts. Et ensuite, je ne veux pas vous la faire détester, bien au contraire, je veux que vous l'aimiez encore plus. Et oui, c'est bizarre, mais pour moi, quand on a un regard critique sur une œuvre, ça veut dire qu'on est à l'écoute de tout. Et Jojo, c'est une œuvre géniale pour les gens qui sont attentifs à presque tout. Pour vous, critiquer, c'est peut-être aller chercher uniquement ce qu'il y a de mauvais. En réalité, c'est plutôt aller chercher tout ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais. Quelqu'un qui a remarqué tout ce que je vais dire dans cette vidéo a sûrement beaucoup mieux apprécié Jojo que quelqu'un qui n'a rien remarqué. Et ça, je suis sûr que Rohan Kishibe serait très d'accord avec moi. Alors voilà comment on va procéder. Je vais vous donner un petit peu tout ce qui m'a déçu dans l'adaptation de Stone Ocean en animé. Et bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi. Cette vidéo, elle s'adresse un petit peu à tous ceux qui pensent que vraiment l'animé défonce le manga. Bon, je pense qu'on s'emporte un peu en disant ça. Ok, je vais commencer par le plus visible et vous allez comprendre. Le style. Le style de Jojo, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est super important. Et dès le trailer, j'avais une petite inquiétude. J'avais l'impression qu'ils avaient vraiment pris aucun risque. Et finalement, bah, c'était bien. Je trouve que ça manque de couleurs, mais l'opening a bien rattrapé le coup, et c'est normal que ça manque de couleurs parce que pour l'instant Anasui n'est pas là, et c'est quand même le personnage le plus coloré de tout Jojo, donc voilà. Même les lignes du visage qui sont typiques de Jojo, c'était pas super facile à faire sur Jolyne, et en fait, bah, ça a été plutôt réussi. Genre vraiment, je trouve que Jolyne a réussi à garder son côté féminin et très Jojoesque, malgré le passage en animation. Et en plus, on a eu le retour de la CGI. C'est trop bien, j'adore la CGI dans Jojo. Et en plus, c'est très important pour la suite avec Steel Ball Run parce que entraînez-vous s'il vous plaît. Il va y avoir 1000 chevaux à animer, vous n'allez pas réussir. Hein. Bon, quand même, petite réserve sur Wangler qui était un petit peu grossier des fois en CGI, mais globalement, je trouve que le style est très réussi. Et de toute manière, je pense pas qu'on puisse parler d'échec à ce niveau de professionnalisme. Parlant de style, vous avez remarqué que j'essaie de ressembler un peu à Jolyne. Bref, si le style était très bon, je trouve quand même qu'il y a une chose à dire très importante. Pour mon personnage préféré en plus, Dio. Dio, dans cette scène, c'est un blasphème. Qui est-il? Il est tout gris, il a des cheveux de clown, des chaussures de clown, il a l'air tout petit, il a les épaules en avant, il est pas du tout fabuleux. Il dégage pas du tout l'aura de Dio qu'on a vu juste avant. Et attention, j'ai rien contre le fait de restyliser le Dio de la partie 3, même, je trouve ça mieux. Et en plus, on avait un petit peu l'impression que ça prenait la direction de quelque chose d'un petit peu Tim Burton. Et Tim Burton, c'est quand même quelqu'un qui a façonné mon image de la fiction pendant toute mon enfance. Mais là, on dirait pas un vampire avec le charisme de Dio. On dirait un clown cancéreux. Et bizarrement, 2 secondes après, il est trop beau. Ça, c'est un Dio style partie 6, magnifique. Et du coup, ça veut dire que j'ai le droit de râler, parce que ça veut dire qu'ils peuvent le faire, et qu'ils ne l'ont pas fait pendant, genre, au moins 15 secondes. Pourquoi ? Et du coup, ça m'amène à un autre point. Si le style est bon, genre ça veut dire qu'ils ont vraiment décidé du bon style pour l'adaptation, l'exécution, quant à elle... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de changements de dessinateurs sur presque une même scène. Genre Pucci, il passe d'un personnage avec les yeux hyper tombants, super chelou, et puis juste la scène après, il a le logo de Smash dans les yeux, et puis après il revient avec ses yeux en forme de disque.
Ouais, je comprends pas trop. Et mon sentiment, il est encore un petit peu plus renforcé quand on voit le nombre d'erreurs qui ont été faites dans le dessin. Ça va être les erreurs de couleur sur Gwes, ça va être... enfin, tout ça, quoi. Bon, enfin voilà, pour le style, c'était à peu près ce qu'il y avait à remarquer. Bon, après, pour Dio, je suis d'accord que ça adapte une scène dans le manga où lui-même est pas super beau. Donc finalement, un point partout. Et je sais aussi que des erreurs d'animation un petit peu comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps. Et pour la version Blu-ray, ils vont aller retravailler tous ces traits. Vous pouvez aller regarder sur YouTube les comparaisons entre la version simulcast et la version Blu-ray. Il y a beaucoup de différences et c'est vraiment plus beau. Du coup, on peut passer au plus important. Quand on adapte un manga en animé, il y a un énorme travail à faire. Par exemple, déjà, il faut apporter toute la dimension sonore. Ça veut dire les bruitages, surtout les bruitages que vous entendez presque pas, genre juste un pas ou juste un bruit de truc qui se chiffonne. C'est du sound design qu'on remarque même pas, et pourtant, si on l'enlève, c'est plus du tout la même scène. Mais de toute manière, ça, on sait très bien que David Pro est le champion incontesté en sound design et en ambiance sonore, tout ça. Mais aussi, surtout, ce que vous allez devoir faire si vous faites une adaptation, c'est adapter le rythme. C'est, je pense, le plus dur. Un épisode, ça dure à peu près 24 minutes. Une case dans un manga, ça peut durer entre une seconde, comme ça peut durer, allez, 2 minutes. Et ça change tout. Une toute petite case où il n'y a aucune information dessus, il y a juste un paysage, vous devez le montrer à l'adaptation. Et ça va prendre genre 5 secondes. Alors que vous l'aurez même pas regardé. Là où, imaginons une page entière avec uniquement des phrases assez longues et tout ça, vous allez mettre du temps à le lire, mais vous allez mettre encore plus de temps à le jouer. Donc les scènes d'information, ça prend déjà plus de temps que dans le manga. Mais même les scènes de combat, ça prend beaucoup plus de temps. Parce que si on montre que le moment où il y a l'impact du coup de pied dans le manga, dans l'animé, il faut faire venir le coup. Du coup, forcément, ça dure beaucoup plus longtemps. Et ça, mes amis, ça veut dire qu'il faut faire des choix. Soit on adapte tout, soit on rajoute pour mettre un peu plus de temps et faire plus d'épisodes, soit on enlève. Et Jojo a toujours eu des moments qu'on enlevait par rapport au manga. Mais Stone Ocean, par rapport à toutes les autres parties, a fait beaucoup de changements. Et ça, c'est pour moi le plus gros problème de l'adaptation de Stone Ocean. Le meilleur exemple, ça va être avant le long discours de Rocco Barocco, le directeur de la prison. Il devait y avoir une scène où Jolene soudoyait le coiffeur pour pas se faire couper les cheveux. La scène avec la femme transgenre qui a pris des hormones mâles et du coup Jolene a une réaction par rapport à ça. Et de tout ça, tout ce qu'on a gardé, c'est le moment où Jolene est nue devant les gardiennes. Le problème, c'est que dans l'animé, on ne comprend pas pourquoi ça arrive. Pour quelqu'un qui ne connaît pas Jolene, donc la majorité des gens qui vont regarder l'animé, ces scènes, elles étaient censées apprendre aux gens à connaître Jolene. En plus, c'est dans l'épisode 1 quand même. Et là, tout ce que ça a fait, cette scène, c'est vous faire souffler du nez. Sérieusement, le message de cette scène dans le manga, il est clair. Jolene est pudique. Et elle déteste que les gardiennes lui demandent de se mettre à poil juste pour regarder si elle a pas caché des trucs. Mais pour contrer ça, elle fait ce qu'il faut pour que ce soit pas elle qui soit gênée. Ce soit un petit peu la gardienne qui est en train d'apprendre, qui soit plus gênée qu'elle. Et justement, les gardiennes ne sont pas choquées parce que l'une des gardiennes explique à celle en formation que les prisonniers, ils ont pas de sentiments, enfin le classique des prisons quoi. Ce qui était à la base une scène de force mentale de Jolene et d'adaptation par rapport à des règles qui lui sont étrangères, elle est passée dans l'animé à une scène où on dirait juste que Jolene est sans gêne, qu'elle en a rien à foutre qu'on la regarde nue, et pire encore, qu'elle choque des gardiennes de prison par sa nudité, par son manque de pudeur. What the fuck? Et là, si vous revenez au combat contre Lang Wrangler, quand ils sont dans l'espace là, enfin quand ils sont en apesanteur, Jolene a honte de dire qu'elle veut faire pipi. Mais du coup, pour les animés Omni, ça fait une grosse incohérence parce que elle s'en fout de montrer son cul à des gardiennes tellement que les gardiennes elles sont choquées, mais par contre faire pipi elle a honte. Ce qu'on a perdu aussi avec la scène des cheveux, c'est quelque chose qui est pas super important pour le reste du manga, mais qui était très importante pour Jolene et pour Hermès. Cette scène, elle était là pour faire comprendre à Jolene que en prison, si tu n'as plus d'argent, tu n'as plus de droits. Et oui, Hermès la prévient, lui dit
dit oui, faut vraiment que tu aies de l'argent sur toi parce que sinon tu n'auras plus de droit. Hermès la prévient. Mais on n'a pas l'illustration qui vient ensuite. Et du coup, dans l'animé, on a Hermès qui dit il faut de l'argent en prison. Et la prochaine fois qu'on parle d'argent en prison, c'est quand Jolyne prête de l'argent à une meuf. Et là, Gwess lui dit attention, récupère cet argent parce que sinon tu vas te faire avoir. Donc, à quoi sert l'argent en fait si c'est juste parce que tu dois éviter de te faire racketter? Genre autant pas en avoir. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. On passe d'un conseil très important de Hermès à une menace d'Hermès. Parce que souvenez-vous bien, le moment où Gwess dit à Jolyne que la petite amulette qu'elle a récupérée, c'est Hermès qui lui a vendu, ça veut dire qu'en animé, le conseil d'Hermès d'avoir de l'argent en prison ne sert pas pour Jolyne à garder ses cheveux ou garder son intégrité, ça sert à récupérer ce que Hermès lui a volé. Et la question, c'est en ne regardant que l'animé, dites-moi à quel moment Hermès et Jolyne sont devenus amis. Parce que moi j'ai pas vu du coup. Plus encore la scène qu'ils ont décidé d'enlever avec la femme transgenre qui a pris des hormones mâles. Ah bah non, c'est un homme transgenre du coup. Bon, déjà, ça veut dire que la prison est ouvertement transphobe, c'est normal. Mais ce moment-là, Jolyne, elle regardait et elle disait waouh, c'est l'aube d'une nouvelle humanité. Et ça, je trouve que ça ressemble beaucoup à une scène qui va arriver très loin et que je vais pas spoiler, mais juste pour vous donner un indice, escargot. Enfin voilà quoi, ça fait peur, j'ai l'impression qu'ils vont enlever la scène. Et là, votre prochaine réplique sera sûrement après, s'ils avaient voulu tout mettre, ils auraient pu, mais ça aurait duré trop longtemps. Mais justement non. Genre on l'a vu, ça fait perdre du sens, et du sens important. On parle quand même de la relation de Jolyne et Hermès, et du personnage de Jolyne. On fait difficilement moins important que ça. Mais en plus, re-regardez l'épisode 1, la plupart du temps, c'est Jolyne qui crie ou qui se fait crier dessus. On avait besoin de ces petits moments de respiration. On avait besoin d'avoir ces moments où on se sentait bien avec Jolyne. Et ça m'amène au point suivant. Tous ces moments de légèreté qui ont été enlevés, c'est au dépit du rythme de l'animé. Personnellement, moi, ce qui m'a le plus gêné dans cet animé, c'est la rapidité entre les scènes. Regardez l'espace qu'il y a entre la première et la deuxième convocation de Jolyne au parloir. Il se passe, je sais plus, mais genre beaucoup moins d'une minute. C'est vraiment très rapide. Là où normalement dans le manga, on est censé un petit peu rentrer dans la prison, là on a l'impression qu'on n'y rentre jamais en fait. Il n'y a aucun moment de lassitude, il n'y a presque aucune injustice, alors qu'il y en a le double dans le manga. Donc je sais que vous n'êtes pas stupide et que vous savez qu'une prison, il y a plein d'injustices et tout. Mais c'était montré d'une manière intéressante dans le manga. Et là, on a tout perdu. Après, forcément, ils n'avaient pas trop le temps de mettre toutes les informations parce que c'est des scènes avec beaucoup de texte. Du coup, ça prend beaucoup de temps à faire en animé, je l'ai dit. Mais quand on voit que toutes les autres scènes qui ont été enlevées, c'est toujours ces petits moments de légèreté, mais pas des si petits moments que ça parce que c'était censé être des moments où les personnages s'exprimaient réellement, bah ça cause encore d'autres problèmes. Et je vais les expliquer. Ouais, ces moments où l'intrigue pouvait se poser, c'était les moments où on voyait Jolyne s'adapter à la vie carcérale et se faire des amis. Là, vous êtes tous d'accord que FF, Hermès et Jolyne sont amis, mais à quel moment elles le sont devenues? Vraiment. Posez-vous cette question devant l'animé. Surtout pour FF, c'est le personnage le plus jojoesque de Jojo. C'est même pas un humain, c'est du plancton avec les souvenirs d'une femme. C'est hyper intéressant, c'est le premier personnage non binaire que j'ai jamais vu dans un manga. Et ça a été raconté avec la finesse habituelle d'Araki. Si on n'a pas envie de voir des personnages non binaires dans un truc, et ben on n'a pas besoin de le voir parce que Araki te force pas. C'est juste un personnage, voilà. Il n'a pas vraiment de sexe, il n'a pas de genre non plus, il doit même pas savoir ce que c'est, mais c'est juste du plancton qui essaye d'apprendre à vivre comme un humain, comme une humaine en plus. C'est super drôle. Ça a été complètement enlevé. Genre, il y avait une scène qui est très marrante dans le manga. C'est le moment où, bon je vous le dis en anglais, mais où Jolyne et Hermès disent à Foo Fighter que genre... avec une position pas possible, oh you look like a queer, genre tu ressembles un peu à, je sais pas comment ça se traduit queer, du coup il me semblait que c'était trave en français, mais je sais plus. Et du coup, bah, la scène où Mila Shun arrive et du coup elles sont en train de jouer à la balle, déjà on sait même pas pourquoi elles jouent à la balle, mais en plus du coup on dirait juste un prétexte pour faire des paris à la con, on comprend pas du tout. Osez me dire en lisant le manga qu'on n'a pas perdu toutes les dimensions un petit peu humaines des personnages. Et si je dois le dire, c'est pas grave de changer un petit peu le sens que ça a dans le manga. Par exemple, pour la partie 1, Jonathan dans le manga, si vous le connaissez pas, allez voir. Parce que Jonathan dans l'animé est
beaucoup plus proche de ce qu'on imagine de Jonathan. C'est vraiment un gentleman. Dans le manga, il caillasse son chien. Bon, il le fait une fois, mais il est un petit peu... voilà quoi, genre c'était pas déconnant d'enlever ces scènes. Ici, les scènes qui ont été enlevées, j'espère vous l'avoir fait compris, parce que j'arrête pas d'en parler, et j'ai l'impression d'être chiant, mais c'était vraiment des trucs importants. Et j'ai parlé avec un ami qui est animé only, il m'a dit que franchement, Jolyne, pour l'instant... il l'aimait pas trop, et je le comprends. Jolyne, c'est l'un de mes JoJo préférés, et là, je m'en fous. Mais qu'est-ce que je m'en fous d'elle? Je la trouve pas du tout attendrissante. Même pire que ça, j'ai l'impression de voir Jotaro en fille. Alors ouais, on a compris que c'est la fille de Jotaro, mais là, peut-être que on comprend trop. Parce que Jolyne, elle ressemble plus à Josuke qu'à Jotaro, finalement, dans le manga, j'ai l'impression. Elle a quand même beaucoup de moments où elle respire, où elle veut juste s'amuser, et là, on n'a même pas la raison de pourquoi elle a un tatouage, par exemple. C'est assez dommage, je trouve. Mais il y a certaines scènes qui n'ont pas été complètement enlevées, mais qui ont été changées. Encore une fois, c'est une manière de gagner du temps ou de développer plus un personnage qu'un autre. Et c'est dommage de voir qui empathie, parce que là, j'ai l'impression, avec les 12 épisodes, qu'on a vu que Jolyne. Et c'est bête, les scènes qui ont été changées. Genre par exemple, l'apparence de Anasui en femme, ça a été enlevé. Ça change rien, c'est même mieux, parce que du coup, on a Anasui en homme qui est vraiment méfiant, et c'est cool, parce qu'on l'avait pas eu dans le manga. Par contre, quand on voit Anasui avec sa bitch face, on va dire, c'est Jolyne qui le regarde et pas Hermès. On a supprimé une des scènes les plus importantes d'Hermès dans les premiers épisodes. Quelque part, c'est cool parce que Jolyne voit son lien avec Emporio beaucoup mieux développé que dans le manga. Là, vraiment, on comprend pourquoi Jolyne et Emporio vont être importants à la fin. Mais d'autre part, Jolyne, elle agit comme Hermès. Parce que là, cette scène, c'était vraiment une scène uniquement d'information et c'était Hermès qui était censé le faire. Là, le fait que ce soit le protagoniste principal qui le fait, ça rend pas tout pareil quand même. Hein. Elle est vachement passive alors que c'est pas ça qu'on connaît de Jolyne. Pire encore, par contre, et plus important, je trouve, Anasui a regardé avec dédain Jolyne. Je sais pas comment ils vont l'expliquer. Parce que dans le manga, il me semble que quand même, il a un coup de foudre pour Jolyne. Coup de foudre un petit peu obsessionnel, mais quand même. Donc je sais pas comment ils vont se débrouiller avec ça. Peut-être qu'ils vont enlever la relation entre Anasui et Jolyne. Bon, après, je suis vachement alarmiste pour pas grand-chose. Je tiens à dire que les 12 premiers épisodes de Stone Ocean, ils adaptent à peu près jusqu'au tome 7. Non, jusqu'au tome 6. C'est un début de partie un peu compliqué. Il y a énormément d'informations, pas beaucoup de scènes de combat. Il y en a genre 4. Et je trouve que certains personnages sont des sans faute. Je pense à Weather Report, à Pucci, Emporio est génial, Jotaro est pas mal non plus, John Gallia était super, Thunder McQueen est incroyable. Vraiment, les personnages sont super cool. Mais Jolyne, Hermès et FF, il y a eu beaucoup de changements et beaucoup de changements dont on saisit pas trop l'importance avant de vraiment s'y pencher dessus. Donc voilà, je vais m'arrêter à peu près là. Je vais pas dit ce que je pensais, comme d'habitude, c'est difficile. Mais j'espère qu'avec cette vidéo, je vous aurai fait voir quelques petites choses que vous aviez pas vues et que je vous ai amené à réfléchir à ce que c'est l'adaptation et à ce que Stone Ocean nous propose en tant qu'adaptation. Et forcément, j'attends avec impatience la suite de Stone Ocean parce que la suite annonce vraiment des trucs super beaux, super bizarres et hyper cool à voir avec des effets sonores de malade, genre Diver Down. Est-ce qu'on n'a pas trop envie d'entendre ce stand? Il a l'air trop bien. Enfin bon, voilà. J'espère pouvoir vous proposer pas mal de